Alors, ce qui est sûr, c'est que non, je ne suis pas à l'origine depuis 20 ans quand même. Même si dans mon historique personnel, j'étais déjà dans les maladies rares il y a 20 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, moi, mon arrivée au ministère de la Santé date de 6 ans. Et pour la construction du quatrième plan maladies rares, on se repose sur une équipe, sur deux personnes qualifiées, dont Guillaume Canot, et sur 15 groupes de travail avec 300 personnes qui ont été mobilisées. Donc, heureusement que je n'ai pas moi qui porte tout ça toute seule. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui, tout à fait. Ce qui marche, ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'abord, parce que je suis ravi de revenir voir des néphrologues. J'ai un peu quitté ce domaine-là depuis quelques années, donc je crois que c'est une première réunion de néphro depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc je suis ravi d'en voir des visages connus. Et vous allez voir, les néphrologues ont été très sollicités pour l'écriture du plan. Beaucoup d'entre vous ont participé, et donc je vous remercie. On va se partager le travail avec Anne-Sophie. Je vous présenterai peut-être les grands axes du plan, mais tout ça est à prendre avec beaucoup de recul, puisque rien n'est validé pour le moment. Enfin, Anne-Sophie vous donnera plus de détails. Donc, je te laisse commencer et après, je Alors, présenterai oui, je peux les grandes rentrer dans les propositions. détails. Alors, le sujet aujourd'hui, il y avait quand même la question de la labellisation des filières. Donc, oui. Donc, cette labellisation, c'est important de voir qu'elle s'appuie sur de centres de référence, des centres de compétences maladies rares, c'est essentiel, et que ces filières de santé maladies rares sont là depuis 10 ans. Elles sont extrêmement actives et elles nous aident vraiment dans notre travail. Et beaucoup d'actions du plan maladies rares, le 3, mais bientôt le 4, reposent aussi sur cette coordination faite avec ces filières de santé maladies rares. Je reviendrai un peu plus loin sur Jardin et un des points, mais il faut savoir que dans les autres pays européens, c'est le Work Package 7 de Jardin, ils souhaitent vraiment implémenter ce modèle de filière de santé maladies rares dans les autres pays européens. Et ils voient tout le bénéfice qu'il y a d'avoir cette coordination. Donc, il faut savoir qu'on est en plein appel à projet pour la future labellisation des filières, qu'on va rester dans le même cadre, hein. On n'attend pas une nouvelle filière. On reste dans ces 23 filières de santé maladies rares et dans le périmètre des maladies qu'elles couvrent. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a des actions qu'on a pu renforcer dans cette nouvelle labellisation des filières, qui est notamment l'accent Europe, puisqu'on a besoin de renforcer ce lien avec l'Europe et avec les ERN, d'être bien structuré pour pouvoir accompagner nos HCP, les centres experts qui sont labellisés européens. Et pour ça, je pense il faut une montée en gamme et en charge de nos filières de santé maladies rares. Donc, on a vraiment mis le point là-dessus pour qu'il y ait un référent qui est vraiment un point de contact et qu'on puisse faire le lien. Il faut savoir que moi, je siège à la Commission européenne au bord des member states pour les réseaux européens maladies rares et c'est vraiment important d'avoir des points bien identifiés dans chaque pays pour nos maladies rares. Donc l'historique, vous le connaissez évidemment. Donc c'était simplement, ça a été un peu rappelé tout à l'heure. Nous, on a 20 années de labellisation de centres experts. Jardin, évidemment, je pense qu'on n'aura pas un intérêt direct dans le sens où on a la chance d'avoir depuis 20 ans des centres labellisés d'expertise. On a eu la chance d'avoir la Commission européenne et le Bureau maladies rares qui est venu 3 jours, il y a 15 jours à Paris, qui a fait un petit tour de nos hôpitaux, de nos ERN français. Et clairement, le fait d'avoir une labellisation avec des critères durs, en termes d'activité, en termes de recherche, c'est vraiment un modèle qui cherche un peu à diffuser dans d'autres pays. Et il faut savoir que nos coordonnateurs d'ERN sont aussi extrêmement demandeurs d'avoir, quand ils ont des membres HCP ou affiliated entities qui les rejoignent, d'avoir clairement une vraie labellisation dans le pays, parce que je crois que parfois, ça peut être l'endorsement n'a pas forcément reposé sur des bases très solides en termes d'expertise de centres experts maladies rares. Alors, on peut se dire que le RN va participer à former des centres qui étaient peut-être moins habitués, mais ça demande quand même une énorme énergie pour pouvoir accompagner un spectre très large de centres experts. Donc ça, c'est un point aussi important.
Le deuxième plan, c'était nos réseaux avec des filières de santé maladies rares, la Banque nationale des données maladies rares, mais qui existait depuis 10 ans sous le nom de Semara grâce aux collègues généticiens, notamment et autour du rein. Je pense à quelqu'un comme Paul Landais, qui a été extrêmement moteur. Paul Landais a été vraiment visionnaire sur cette collecte de données d'épidémiologie, etc. Et donc, grâce à des acteurs du Rhin, on a pu, 10 ans après, lancer la Banque nationale des données maladies rares et on a une vraie opportunité d'avoir un réseau structuré de collecte de données dans le soin qui doivent après être utilisées pour de la recherche, pour du chaînage avec des bases existantes d'interopérabilité. Et ça, c'est majeur. Et puis, la Fondation Maladies Rares également, il y a 10 ans. Et puis, dans le troisième plan maladie rare, on a un nouvel acteur qui est apparu. C'est le besoin d'avoir un maillage territorial et d'avoir ce qu'on a appelé des plateformes d'expertise maladie rare. C'est extrêmement important. Hier, j'étais sur la journée et l'après-midi recherche de Finnemus qui traitait des MTI, des thérapies géniques, etc. Il y a une réflexion sur nos thérapies innovantes aussi qui doivent se porter au niveau des sites, des établissements parce qu'il y a toute une organisation autour de la thérapie génique qui, quelle que soit la thérapie, va nécessiter des temps importants RH, une organisation, parfois des produits qui n'ont que 20 à 30 minutes de stabilité avant d'être injectés. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir aussi une organisation entre centres experts maladies rares sur un site puisqu'on a vu qu'il va y avoir de plus en plus de thérapies innovantes dans des filières de santé maladies rares différentes. Et donc, il faut aussi avoir cette organisation du soin au niveau territorial, notamment pour des thérapies innovantes. Donc, ça, c'est votre tableau et du maillage pour la filière orchide. Donc, on a vu le dynamisme, on a vu le soutien aussi à l'outre-mer, je pense à la Réunion plus particulièrement. On a pu aussi essayer d'aider, de débloquer des situations parce que l'outre-mer parfois est vraiment à une double peine, je dirais. Donc, on doit vraiment avoir ce souci de les accompagner. Et puis, on a tout un dynamisme avec un maillage qui est maintenant, je pense que pour la filière orchide, extrêmement fin, avec une granularité qui nous, qui nous semble important pour pouvoir faire vraiment un lien de proximité avec là où habite le patient. Par rapport à notre calendrier prévisionnel du quatrième plan maladie rare, alors on a changé, je ne sais pas si notre ministre sera reconduite. On a eu une intervention de Geneviève Darrieussecq à l'Assemblée nationale il y a 3, 4 semaines. On avait quand même une perspective du lancement du quatrième plan maladie rare au début de 2025. Donc ça, c'est vraiment un timing qu'on souhaite avoir. Et puis, on a eu pour cela déjà une première réunion interministérielle, puisqu'il faut savoir que le plan, c'est un plan interministériel et donc c'est important d'avoir ce qu'on appelle un bleu dream, c'est ce qui nous valide nos actions. Et donc, il y a eu un premier mouvement important avec un financement suite à la dernière labellisation et au fait qu'on avait 28% de centres en plus. On a eu 36 millions d'euros par an financés en plus pour accompagner la nouvelle labellisation des centres. Donc, il faut savoir qu'en France, on a un budget qu'on a pu compléter en perspective de ce quatrième plan maladie rare et qui est de 220 millions d'euros et qu'on a pu accompagner de presque 25% supplémentaires pour ce quatrième plan maladie rare. Donc, c'est extrêmement important du côté de la puissance publique pour pouvoir vous accompagner et vous financer. Donc, on a évidemment travaillé sur le document remis par les personnes qualifiées et depuis mi-mai, on travaille aussi en interministériel et avec les différents bureaux pour pouvoir, je dirais, stabiliser les actions. Ce qui est très encourageant, c'est qu'on a vraiment une dynamique extrêmement riche de ce qui a été porté. Et donc, je remercie le travail de ces 15 groupes de travail parce que ça a été très concret et des choses qui ne sont pas irréalistes au vu des validations que j'ai des différents bureaux. Donc, je ne vais pas me centrer là-dessus puisque on a la personne qualifiée
qui est là directement. Donc, elle pourra présenter ça. Moi, je vais rentrer un peu dans le dur de ce qui a été présenté dans nos quatre axes et déjà vous dire ce qu'on peut statuer et ce qu'on a pu récupérer comme financement supplémentaire pour ce quatrième plan maladie rare. Donc, on a un vrai enjeu pour améliorer l'adressage maladie rare vers nos centres experts. Donc, le quatrième plan a un enjeu pour pouvoir mieux travailler la partie en amont du diagnostic. On doit travailler avec la médecine de ville et pour ça, les plateformes d'expertise maladie rare qui agissent sur un territoire peuvent vraiment commencer à nous aider. On a des expérimentations comme l'article 51 qui a été fait en Corse pour les maladies rares neurologiques et du neuromusculaire qui a été évalué très correctement et qui sera sans doute déployé dans d'autres régions. Et ça aussi, c'est l'idée de faire du lien entre l'hôpital et c'est même plus la ville, c'est le domicile. Ça s'adressera pour des cas les plus lourds. On a évidemment la SLA en tête, mais il y en a d'autres. Et c'est l'idée de pouvoir, quand le patient ne peut plus se déplacer, comment on fait pour faire une organisation de soins qui aille au plus près du patient. Donc ça, c'est un enjeu aussi majeur qu'on va écrire dans le quatrième plan maladie rare et que heureusement que ce plan n'est pas sorti trop tôt parce que l'arbitrage a été fait au mois d'octobre et la CNAM a validé le fait qu'on pouvait déployer cet article 51 dans d'autres régions. Donc ça, on n'aurait pas pu l'écrire. Donc ça, c'est une... Et les deux tiers de cette action sont sur du médico-social et ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai voulu aller chercher des petits points chez Orchid et c'est simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous connaissez votre filière, mais pour vous dire que en fait, c'est vous qui êtes à la manœuvre des actions du plan. C'est vous qui allez produire des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, des programmes d'éducation thérapeutique du patient, tout un travail sur l'observatoire des traitements, sur le compassionnel. Et donc, je vous remercie. Et donc, simplement, pour donner une visibilité sur les derniers PNDS que vous avez pu financer et accompagner avec l'argent du troisième plan maladie rare, et simplement pour vous dire que nous allons continuer dans le quatrième plan maladie rare à vous accompagner, évidemment, sur des PNDS, évidemment sur de l'éducation thérapeutique du patient. La question de l'ETP, et ça, pour avoir participé à la construction d'un ETP pour la maladie de Fabry et m'être formée là-dessus, je vois un peu les enjeux. On peut avoir un très beau programme, ce qui était le cas pour l'ETP Fabry, mais ensuite, comment on fait pour pouvoir le déployer sur site? Parce qu'il y a quand même besoin de bras humains et de ressources pour pouvoir faire ces programmes ETP. Et on sait bien qu'il y a des tensions dans les hôpitaux en termes d'infirmiers, en termes de médecins pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, l'idée, c'est là aussi de travailler peut-être à des appels à projets qui seront ciblés vers les plateformes d'expertise maladies rares. On va avoir un projet pilote aux HCL pour pouvoir avoir un peu une équipe mobile ETP, maladies rares, qui puisse soutenir les centres de référence et les centres de compétences pour dispenser les séances d'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va mettre dans le quatrième plan maladie rare. Ça nous paraît essentiel. Et donc voilà le dynamisme d'Orchid pour les questions autour de l'ETP. Et on voit que ça touche, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, on est sur Bordeaux, Montpellier, les HCL, Nice et Nantes. Donc ce maillage territorial de l'ETP est extrêmement important. La Réunion, Reims, la Martinique, Caen, et puis un multisite pour la maladie rénale chronique. Donc voilà l'importance. On a voulu aussi souligner dans le quatrième plan maladie rare, on ne sait pas encore comment on va complètement atterrir, mais on a vu toute l'importance, et je pense à Laurent Ménard et le travail avec les laboratoires, on a vu toute l'importance des tests fonctionnels, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas payées par l'hôpital, il n'y a pas il y a pas de modèle. Et donc, j'ai vu qu'une filière, je pense à Fafa Multi, finance un peu cette partie-là, ce qui, normalement, les fonds DGOS, Mission Maladie Rare, on est vraiment sur la clinique, on n'est pas à financer des labos. Mais je pense que là, on a un vide et il va falloir qu'on réfléchisse concrètement avec les financements qu'on a réussi à obtenir,
pour être sûr que cet argent ne soit pas gâché, qu'on fasse vraiment, quand il y en a un vrai besoin, et on a vu que les tests fonctionnels étaient un vrai besoin, peut-être qu'on pourrait avoir des appels à projets, DGOS, filière de santé maladies rares, c'est-à-dire que nous, on abonderait de 50% ou choses comme ça, et on permettrait à pouvoir avoir en fait ces tests fonctionnels, parce qu'on a bien vu que, vous avez vu les RIHN 2.0, il faut avoir des données, collecter des données en amont pour pouvoir après demander un RIHN, et donc ça pourrait aussi peut-être contribuer parce qu'après, on ne peut pas financer ad vitam aeternam, mais il faut évidemment ensuite déboucher sur quelque chose qui rentrera dans un droit commun ou qui soit bien identifié, mais on a bien vu qu'avant, il n'y a rien pour payer ces tests fonctionnels. Donc ça, c'est aussi des choses qui seraient essentielles dans le PNMR4, et puis on voit toute l'importance de vos RCP. On a vu le lien avec le plan France Médecine Génomique. On a des interopérabilités à créer, des synergies. On est en train de développer, enfin ça a été développé depuis le 1er novembre, un module de e-prescription pour Sequoia et Oragen à partir de Bamara pour vous faciliter le travail. Donc ça, c'est important aussi. C'est une action du PNMR3, mais qui sera plus effective dans le PNMR4. Et donc, on a un enjeu autour de la BNDMR où on souhaite vraiment une convergence. Et donc, pour cela, on a développé dans notre système de soins hospitalier, dans notre dossier patient informatisé dans Bamara à l'hôpital, ce set de données minimum génétique qui va nous permettre justement de faire cette e-prescription et d'avoir suffisamment d'éléments et de pouvoir avoir aussi une carte sur la génétique et la génomique et le fait de faire le lien plus avec Sequoia et Oragen. Donc, donc là, j'étais, pardon, premier axe, le soin, deuxième axe sur le diagnostic et troisième axe, les thérapies innovantes. Donc, on va renforcer les observatoires des traitements qui sont une action du troisième plan maladie rare avec le GRIOT. Et ce GRIOT va mettre en place, a déjà commencé là, ce premier trimestre, à mettre en place des réunions régulières avec la NSM et la HAS sur des médicaments d'intérêt. On est beaucoup, et je pense que Guillaume a été vraiment choisi parce qu'il était spécialiste du repositionnement de molécules, et on a un enjeu autour des cadres de prescription compassionnelle et du repositionnement aussi de molécules. Donc, ces observatoires de traitement, c'est vraiment l'idée de mieux se coordonner avec la HAS et la NSM sur ces questions-là. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, on a pour cela développé un module au sein de la BNDMR qui s'appelle le set de données minimum traitement, qui a été fait avec la HAS pour pouvoir collecter des données en vie réelle. On sait bien que quand on a, et c'est aussi valable pour des accès précoces et pour des thérapies innovantes, on sait bien qu'au moment de l'essai clinique et dans les différentes phases, on va avoir l'industriel, mais ensuite, il y a un moment où forcément il n'est plus là. À 5 ans, à 10 ans, comment on fait pour continuer à suivre et de collecter les données en vie réelle pour pouvoir le bénéfice du traitement? Alors, il y a derrière une petite idée aussi, c'est que de plus en plus, on voit qu'il y a énormément de thérapies, des thérapies qui coûtent très cher, que la question, c'est du paiement à la performance, hein, et donc, comment on fait? Il faut pouvoir avoir des données pour évaluer la performance des traitements. Donc ça, c'est un des outils pour pouvoir évaluer ce paiement à la performance. Et puis, dans ce quatrième plan maladie rare, on va développer, grâce à la BNDMR aussi, un outil de façon complémentaire de nos collègues de données en vie réelle pour pouvoir collecter les données des patients et avoir vraiment aussi des données issues de patientreporter.com qui nous semble extrêmement important. Donc ça, c'est important. C'est vraiment dans l'idée de faciliter l'évaluation des produits de santé grâce à Bambara, puisque vous tous, centre de compétences, centre de référence, vous avez accès à Bamara. Et quand il y aura une opportunité, il n'y aura pas un set de données minimum traitement pour tout le monde, mais quand la filière aura décidé de façon collégiale d'avoir un CPC ou un cadre ou bien un set de données minimum traitement pour un accès précoce, c'est à ce moment-là que ce sera ouvert, les droits seront ouverts dans Bamara pour avoir une fiche spécifique pour votre traitement. Voilà ce que vous pouvez trouver sur le site de la HAS. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça date de 2023, ça fait un peu plus d'un an. Donc c'est vraiment, on est dans le dur, c'est officiel. Et puis le dernier point, c'est vraiment de renforcer la collecte des données. Vous avez vu que grâce au financement supplémentaire qu'on a eu pour le quatrième plan maladie rare, on a maintenant un peu plus de 8 millions d'euros par an pour financer des architectes dans vos centres, pour vous aider à rentrer les données. Donc ça, c'est un élément
très important. La data est fondamentale. Donc, on souhaite vraiment vous renforcer ce côté-là. Chez Orchid, vous avez vraiment l'idée d'homogénéiser, renforcer les règles de codage. Ça, c'est extrêmement important. Cette mobilisation de tech et arc est essentielle et elle peut vraiment être très productive aussi ensuite de recherche. Vous pouvez vraiment utiliser la BNDMR pour poser des projets. Je veux dire, il y a une dynamique importante. Il y a un comité éthique et scientifique qui se réunit une fois par mois et qui est en plus labellisé IRB. Donc, ça peut être intéressant pour vous aussi d'avoir cette labellisation IRB. Et donc, dans notre dernier angle, on est à la DGES et au ministère de la Santé. En fait, on coordonne le Work Package 8 qui est sur le data management avec nos collègues néerlandais, donc Marco Ross. Et Marco Ross, c'est le pape aussi de la Verification. Donc, il est impliqué dans le European Joint Programme et maintenant dans RDRA. Et donc, on est vraiment sur une question d'une approche de la collecte des données dans le soin, mais en parallèle, il faut vraiment avoir l'approche de la donnée dans la recherche. Donc, on a eu des financements. Là, pour le coup, c'est pas nous qui payons, mais on a eu 1,8 million d'euros de l'Europe pour pouvoir porter ce sujet-là. La grande partie est pour financer Orphanet, parce qu'Orphanet est inscrit dans pas mal d'actions pour notre sujet. Et je refais une petite parenthèse. Orphanet va pas disparaître de l'INSERM. En fait, il y aura deux entités. Une de la SBL en droit belge pour pouvoir l'aider à aller chercher des financements et des partenariats publics-privés, mais il restera quand même une partie INSERM avec des postes financés par l'INSERM. Donc, c'est en fait une double casquette que Orphanet va avoir. Mais c'est pour pouvoir aller faciliter la recherche de financement. Et ensuite, et ça a été construit avec la DGS, donc avec le ministère de la Santé. C'est pas fait à part, c'est vraiment une stratégie validée aussi après par l'INSERM. Et donc l'idée dans notre Web Package 8, c'est de simplifier ce circuit des données pour pouvoir partager ces données dans les registres européens. Et j'ai entendu tout à l'heure, alors en ce moment, c'est Erika, hein, Franz Schaeffer en Italie organise ces 3 jours d'Erika, donc forcément, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. J'ai bien vu que c'était assez logique. Mais Franz Schaeffer fait partie de mon Work Package, c'est lui qui anime le Work Package 8.1. Et l'idée, c'est de faire des collectes de données nationales qui s'appliquent avec la BNDMR sur un set qui correspond au registre européen et qu'ensuite ces données puissent être envoyées dans le registre européen. Mais grâce à la BNDMR, on garde la main sur ces données. Simplement un petit point, dans le PNMR4 aussi, on a aussi ce projet d'intelligence artificielle. C'est pas de la science-fiction, c'est déjà un projet ANR qui a été payé et validé, qui est un projet de recherche avec la filière FI2R. Et l'idée, c'est de lire vos dossiers patients informatisés en traitement du langage et de pouvoir ensuite remplir Bamara et le set de données minimum maladies rares de façon automatisée. Et donc, on espère dans 5 ans ne plus vous embêter avec les architectes, avec Bambara, etc. et créer quelque chose d'automatique pour remplir vos bases de données. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir vous faciliter la vie. Et donc, ce projet pilote va reposer sur 4 ERN. On en a 2 en France. Les épilepsies, maintenant, est parti en Espagne. On a les maladies neuromusculaires, Ithaca pour les généticiens, et puis Holmgaster en Allemagne pour les maladies rares neurologiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire parler nos DPI des établissements vers ces registres des ERN. Donc, on travaille tout ce qui est solutions techniques, c'est en mode agile, c'est-à-dire qu'on va vraiment, au fil de l'eau, voir les barrières, voir ce qui coince, etc. L'idée, c'est qu'en plus, ces données françaises du registre européen, elles restent en France. Donc, vous avez toujours la main pour pouvoir, vous, les travailler à façon comme vous le souhaitez. Donc, c'est aussi intéressant. Et ensuite, elles seront exportées. Et ce qui est aussi intéressant avec la BNDMR, c'est qu'elle vous facilite la vie. On a vu que c'est l'enfer pour pouvoir valider les contrats, la contractualisation pour tous les centres experts maladies rares avec l'ERN et que vraiment, ça prend des années. Hier, j'étais chez je crois que c'était pour Filfoy, 4 ans pour valider le registre avec Filfoy dans les maladies rares, donc ça va pas. Et donc avec Bamara, on a vraiment le fait que c'est eux qui ensuite vont contractualiser avec les 24 ERN, et sachant que Bamara a déjà une contractualisation avec tous vos centres et tous vos hôpitaux.
Donc, on s'appuie sur l'existant. On a donc ces accès réglementaires qui doivent être conformes avec nos entrepôts de données de santé, donc évidemment avec les autorisations CNIL qui vont bien pour pouvoir partager ces données. Et au niveau du consentement du patient, il faudra rajouter, mais c'est eux qui s'occupent de pouvoir modifier ça, que le patient a donné son accord pour pouvoir partager ces données avec les ERN. Et parfois, il peut y avoir plusieurs ERN. Donc, il faut pouvoir citer les ERN qui ont été marqués. Et donc, l'idée, c'est aussi, on va pouvoir chaîner. Vous savez qu'en France, la BNDMR fait partie des catalogues de Health Data Hub. Et donc, ça donne une porte et un portail vers le chaînage du SNDS. Donc, il y a aussi un lien avec les données du registre ERN français. Vous pourrez aussi faire un chaînage avec le SNDS. Donc, ça apporte des sujets très intéressants. Là, c'est une slide Orphanet, simplement pour ouvrir plus loin. Autour de notre écosystème ERN, il y a plein d'autres écosystèmes. Vous avez Darwin qui est sur la collecte des données en vie réelle. Vous avez le European Genomic Data Infrastructure. Je n'ai pas changé la slide, mais maintenant c'est RDRA après le JPRD. Donc, c'est important d'avoir ce point-là. Cette slide-là, vous l'aurez, mais je ne vais pas la détailler. C'est simplement notre Work Package 8 sur le data management pour vous dire que ce que l'on cherche, c'est vraiment concrètement d'avoir des recommandations, de voir quelles sont les barrières et comment on peut faire pour faciliter ce partage des données entre le national et l'européen. Et comme on prend des cas d'école, on regarde vraiment concrètement comment ça se passe. Et là, c'est mes dernières slides. C'est simplement pour vous dire que Jardin et le GPRD et maintenant RDRA, c'est en commun, on a les maladies rares et c'est une vision côté soins et de l'autre côté, côté recherche. Et vous montrer que dans les leaders de nos différents work packages, on retrouve les mêmes personnes. Donc, Homme Gassner pour la partie undiagnosed, et il est connu pour Solverdi. Et puis, donc, tout ce travail dans le JPRD et le RDRA. France pour la partie data management avec Erika. Et puis Marco Ross pour tout ce qui est verification et qui lead le Work Package 8 avec nous. Et Orphanet est un peu le trait d'union au milieu, puisqu'on retrouve aussi Orphanet partout, l'importance de la codification. Et ça me permet de terminer par notre aspect national français avec nos 23 filières de santé maladies rares, nos observatoires du diagnostic, tout le travail que l'on fait en amont et en aval des deux plateformes génomiques. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette coordination avec le PFMG. On a ensuite tout le travail avec l'Observatoire des traitements et des collectes de données en vie réelle pour des accès précoces ou compassionnels. Et puis, concrètement, pour cette idée de verification et de données transférables, réutilisables, on a déjà pu montrer avec Ithaca et Alain Verleus à Robert Debré que c'était possible. Et il a pu, sans problème, télécharger sur le set de données minimum maladies rares ces données sur le registre européen qui est basé aux Pays-Bas. Donc ça aussi, c'était important de dire qu'on n'est pas dans le rêve, on est vraiment sur des solutions concrètes. Donc voilà le brasser un peu les 5 prochaines années à venir. Donc merci beaucoup pour l'investissement que vous pourrez avoir parce que c'est vous sur le terrain qui permettent de déployer ces actions. Il n'y a pas d'autres voilà, il y a pas d'autres personnes, c'est vraiment vous qui êtes autour des familles et des patients pour pouvoir les accompagner et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup. Je vais aller me rasseoir, moi, parce qu'en fait, tout a été dit. Merci Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie vous a couvert quand même globalement tout le plan maladie rare numéro 4. Je vais vous apporter juste quelques informations complémentaires sur la façon dont on a travaillé. Vous avez travaillé, je ne sais pas s'il marche. Si, ouais. Si, voilà, la façon dont on a tous travaillé, et puis bon, les grands axes et ce que l'on attend tous. Donc on a eu l'honneur d'être choisi avec Agnès Linglard, qui est pédiatre au Kremlin-Bicêtre. Certains d'entre vous la connaissent et elle s'occupe de la filière Oscar. Alors, comment ça s'est passé concrètement? En fait, on nous a proposé de superviser le plan de maladie rare numéro 4 peut-être vers le mois de mai 2023. Donc, on avait déjà même un ministre avant, parce que c'était Serge Braun à l'époque. Puis finalement, c'est devenu concret. On a reçu notre lettre de mission en octobre 2023. Et d'octobre 2023 jusqu'à décembre 2023,
Il y a eu un état des lieux, donc vous savez, on vous a tous fait travailler. On a créé 4 groupes de travail, donc je vais revenir dessus, et puis 300 personnes avec à chaque fois des pilotes pour la partie santé, partie recherche. Et c'était vraiment un travail collectif. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible autour de cette table et que ce soit le fruit d'un travail collectif. Il y avait donc des gens de l'académie, il y avait des patients, il y avait les représentants des industriels de la pharmacie et de la biologie en ville. On a voulu qu'il y ait l'HAS, qu'il y ait la NSM, la CNAM, que vraiment tout le monde puisse être là pour qu'on puisse avoir des propositions très concrètes à la fin qui puissent être remises. Donc, on a fait un état des lieux jusqu'en décembre 2023 avec vous tous. Et puis ensuite, il y a eu une période d'écriture, des propositions faites la ministre, qui était donc la troisième que l'on rencontrait, Catherine Vautrin, avec cette première annonce donc, de 36 millions rajoutés pour les filières chaque année, l'étude des propositions. On avait remis un document long puis un court au mois de mai au cabinet de Gabriel Attal. On avait rencontré le cabinet de Gabriel Attal et puis après il y a eu la dissolution. Donc je suis ravi parce que j'ai découvert plein de trucs aujourd'hui en fait. Parce que depuis le mois de mai, on est quand même nous dans le flou complet avec Agnès. On n'a aucune information ou très peu d'informations qui circulent. Donc voilà, donc il y a une nouvelle ministre qui est arrivée et certainement encore une nouvelle qui va arriver ou un nouveau qui va arriver dans les prochains jours. Peut-être là maintenant en direct, on va la prendre. Donc en pratique, comment on a fonctionné? Donc je vous ai dit, il y a eu 4 groupes de travail. L'idée a été sur le premier groupe de travail d'améliorer le parcours de vie, le parcours de soins, territoire et Europe. Donc à chaque fois, encore une fois, on a désigné ou on a choisi une personne qui s'occupait de la partie santé et une autre de la partie recherche. Pour ce groupe de travail numéro 1, c'était Brigitte Chabrol et Christine Perron qui l'ont supervisé avec, vous voyez, les grandes lignes, c'est ce que montrait Anne-Sophie tout à l'heure, les interactions ville-hôpital. Améliorer, donc ça, avec mon espace santé, c'est déjà pas mal parce qu'on a les données qui commencent à être accumulées entre ce qui se fait en ville et puis on essaie, par exemple, de les connecter avec les hôpitaux académiques comme la PHP. La jonction est à peine en train de se faire, donc c'est plutôt pas mal parce que maintenant, il y aura une moindre redite, une moindre nécessité de refaire ce genre d'examen. Améliorer la formation et les sensibilisations. Donc, j'entends ce que disait Olivier, c'est super parce que c'est exactement ce que l'on veut faire, favoriser la formation des médecins généralistes, des médecins scolaires, des infirmières scolaires, des kinés, des pharmaciens qui sont tous sensibilisés aux maladies rares. Pardon? PA. Les IPA, exactement. Que tout le monde soit sensibilisé aux problématiques des maladies rares. Je vois, c'est ce qu'on dit, 3,5 millions de gens en France. C'est autant que les patients atteints de cancer, autant que les patients diabétiques. Donc, on est vraiment sur une cohorte de population qui est assez majeure et tout le monde connaît quelqu'un qui atteint une maladie rare. On veut favoriser, bien sûr, le dépistage néonatal, on pourra en discuter. La transition, puisqu'en fait, effectivement, ce sont des pathologies pédiatriques, mais ce sont des gens qui vieillissent de plus en plus. Il y avait hier la journée sur la mucoviscidose. Maintenant, l'espérance de vie de la mucoviscidose, c'est 74 ans. Moi, j'étais bluffé quand j'ai découvert ça. Donc, ce sont des nouvelles pathologies qu'on va découvrir liées au vieillissement de ces maladies rares. Donc, c'est indispensable qu'on continue de s'informer et qu'on continue d'apprendre. Et puis, il y a la dissémination avec l'Europe dont on a discuté grâce à Jardin et le renforcement des réseaux. Le deuxième axe de travail, donc, c'était le renforcement de l'axe diagnostic. 80% de ces pathologies sont des pathologies génétiques. Ça avait été confié à Alexandre Bello et Valérie Cormier-Der. Je veux dire que la personne qui a vraiment joué un rôle clé dans tout ça, c'est Laurent Ménard. Donc vraiment, encore une fois, les néphrologues ont été très, très représentés dans tous ces groupes de travail, mais Laurent a fait un travail remarquable. On va le redétailler un peu après, mais l'idée, c'est d'avoir un véritable observatoire du diagnostic, améliorer la médecine génomique. On voudrait que dans 5 ans, les patients puissent avoir tous accès à un diagnostic moléculaire, puisque quand on a un diagnostic moléculaire, et ben, éventuellement, après, on peut réfléchir à des options thérapeutiques. Améliorer la formation et notamment le rendu aussi du diagnostic. On voudrait faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient le droit de relire des génomes, qui aient le droit de rendre l'information génétique, qu'il n'y ait pas d'encombrement avec des patients qui attendent plusieurs années avant d'avoir un rendu de diagnostic. Et on va renforcer la phétopathologie. L'axe numéro 3, c'était l'accès au traitement, qui fait suite bien sûr au diagnostic moléculaire, l'accès au traitement et à l'innovation thérapeutique. Il y a des révolutions thérapeutiques en cours que l'on avait confiées donc, à Olivier Sidbon et Sophie Dupuis-Giraud. Anne-Sophie vous en a parlé, il y a ce GRIOT groupe, je ne sais plus exactement, Observatoire du traitement, mais je ne sais plus ce que Oui, c'est, le R et le I, interfilière. interfilière, voilà. Et donc l'idée, c'était d'avoir un panorama des traitements utilisés hors indication. On a recensé 91, donc dans toutes les filières, il y a quand même un grand nombre de médicaments utilisés hors indication.
Le tout, c'est d'arriver à collecter les informations associées à l'utilisation de ces traitements. Est-ce que les traitements sont efficaces? Qu'est-ce qu'on peut montrer comme preuve d'efficacité? Quels sont les effets secondaires dans ces groupes de pathologies? Et pour pouvoir ensuite échanger assez facilement avec la NSM et voir ce qu'attend la NSM pour une évaluation d'un éventuel traitement et d'un éventuel remboursement de ces traitements. Les données de vie réelle, l'accès au marché, on va en discuter, et puis la recherche translationnelle, j'en suis convaincu, mais vous tous aussi, il faut absolument qu'on puisse renforcer l'élaboration de nouveaux modèles de recherche. On a entendu que de plus en plus de pays allaient restreindre l'accès au petit animal. C'est un drame puisqu'il y a un nombre de pathologies complexes, on est obligé de passer par le petit animal, mais néanmoins, on va quand même favoriser le développement de nouveaux modèles précliniques, organoïdes et autres. Et on a fait une demande donc d'un PEPR, on va en discuter juste après. Et puis le dernier axe, c'est les données de santé, maladies rares et les biobanques. Donc vous l'avez entendu, hein, la BNDMR. Et puis surtout les biobanques. Donc ça, il y a un travail remarquable qui avait été fait par Vincent Audard et par Yannick Lemer, parce que ce sont eux qui ont pris en charge la partie biobanque, et pour essayer de faire un panorama de ce qui se passe, puisque tout le monde a des biobanques un peu partout. Elles ne sont pas toutes collectées, les informations et les tissus dans les mêmes conditions. Et donc l'idée, c'est d'avoir une uniformité et qu'elle puisse être connue du grand public, enfin, en tout cas du monde de la recherche clinique est fondamentale pour pouvoir y avoir accès et pourquoi pas trouver des partenariats avec les industriels. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, quand on a fait ce plan maladie rare, eh bien, on s'est tous basé sur les recommandations et les évaluations qui avaient été faites tout récemment par le Comité de santé publique et l'HCERS. 20 propositions du Haut Comité de santé publique et puis 87 de l'HCERS qui évaluaient le plan numéro 3. Mais en pratique, ce qui ressortait, c'est qu'il fallait qu'on appuie véritablement sur le diagnostic. Il fallait qu'on renforce le diagnostic, renforcer l'accès au traitement, renforcer les bases de données et la connexion avec l'Europe. Donc en fait, on ne s'est pas beaucoup foulé, on a recherché, on a pris ça et on a défini nos groupes de travail. Ce qu'il en est sorti de ce plan maladie rare, c'est qu'il y a quatre objectifs majeurs à notre sens. Premièrement, c'est pérenniser l'attention portée sur les maladies rares. C'est indispensable qu'il y ait une diffusion au sein du grand public, et puis pas que du grand public, mais que les maladies rares existent et qu'il faut continuer de les soutenir pour de la recherche et du développement thérapeutique. Bien sûr, réduire l'errance diagnostique au minimum. Les progrès de la génétique font qu'on doit pouvoir être capable de rendre des diagnostics moléculaires beaucoup plus rapidement et comprendre mieux les interactions géniques et autres. On veut tous se faciliter la vie, ça c'est quelque chose qui est ressorti dans tous les groupes de travail. Et on a envie de faire de la France un leader des thérapies innovantes. Donc on espère que ça va continuer comme cela. Alors, on a fait trois propositions clés. Une première qui a été rejetée, donc qui a été un peu modulée. On a fortement poussé pour qu'il y ait un institut des maladies rares. Donc, c'est un institut qui pourrait chapeauter l'ensemble de la prise en charge des maladies rares en France sur le plan organisation des soins et sur le plan de la recherche, et qui pourrait combiner différents acteurs tels que la Fondation Maladies Rares, Bamara ou BNDMR, et puis les industriels sont très intéressés. Il y a eu beaucoup de pour et de contre. C'est un serpent de mer qui traîne depuis quelques années. Certains sont pour, d'autres contre. Ce qui était ressorti des discussions quand on avait vu l'équipe de Gabriel Attal, c'était que, bon, première étape, c'était peut-être d'avoir une gouvernance un peu différente que l'on puisse avoir différents acteurs au sein de cette gouvernance et commencer à mieux répertorier notamment la partie recherche, puisqu'il y a des appels d'offres un peu partout entre les RHU, les ANR, les IHU, les IDEX. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a. Et donc, en fait, si on avait un seul endroit déjà où tout cela serait visible pour le monde de la recherche des maladies rares, ce serait pas mal. Le deuxième point qui nous paraissait indispensable, c'est un soutien actif à la recherche, un PEPR. Donc, vous savez, il y en a déjà eu plusieurs. Ce sont des plans à 30-40 millions d'euros pour France 2030. C'est un peu la douche froide là aussi, mais il y a peut-être une éclaircie. Voilà. Voilà. Donc, Écrire en tous les cas. on peut commencer à l'écrire. Bon, alors, on l'a déjà écrit. En fait, on nous a expliqué, donc, vous savez que maintenant, l'INSERM a été restructuré et il y a un pôle, donc, santé, recherche santé très fort à l'INSERM. Et on nous avait expliqué que l'INSERM allait piloter cette partie PEPR et que les maladies rares seraient mises en avant. Au mois de juin 2024, un vendredi soir, on a reçu un mail en nous disant il faut écrire en 48 heures un PEPR, une lettre sur 2 jours, sur 2 pages, pardon, et vous nous la rendez lundi. Donc, on a fait ça, on a passé un week-end, donc un certain nombre d'entre vous ont travaillé dessus. Et puis, donc on l'a renvoyé le lundi et le mercredi soir, on a appris qu'on n'était pas sélectionné. Donc l'évaluation était quand même très rapide. Et finalement, donc il y a 3 PEPR, vous l'avez vu, hein, c'est transplantation, régénération d'organes, vieillissement et immuno, ouais, c'est ça. Vieillissement et neurovasculaire et immuno. Donc
pas de PEPR maladie rare, donc ça aussi c'était de nouveau, on continuait sur le chemin que l'on avait emprunté depuis début juin. Mais là, on a appris, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, que peut-être ils allaient trouver 30 millions d'euros pour un PEPR, peut-être. Donc voilà, on réfléchit, enfin on essaye, on va pousser fortement pour qu'il y ait des appels d'offres, encore une fois, pour stimuler la recherche fondamentale et la recherche transactionnelle. Et puis là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut renforcer les partenariats publics-privés sur 2 aspects. Le premier, c'est partenariat public-privé pour le diagnostic moléculaire. Il y a une trop grande errance diagnostique, il y a trop de difficultés pour obtenir un diagnostic moléculaire, trop de délais. Et les laboratoires de ville se sont équipés maintenant de séquenceurs NGS avec le Covid. Et donc, il y a la possibilité d'accélérer sur le diagnostic moléculaire. Donc, on a vu avec la société de génétique et tout le monde est partant. La deuxième chose, c'est renforcer les partenariats publics-privés pour le développement de traitements, thérapie génique et repositionnement de molécules et ou petites molécules. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont partants. Donc, ce sont nos grandes propositions. Ça, je pourrais vous les laisser, les diapositives. Et Anne-Sophie les déjà expliquées. Mais voilà le parcours de soins, ce que l'on veut, encore une fois, proposer, en espérant que ces mesures seront acceptées. La même chose pour le diagnostic, ce qui va vraiment être important pour le diagnostic, sont les propositions vraiment de Laurent et de tout son groupe de travail. Ça va être d'avoir la e-prescription génétique, ça c'est un enjeu majeur, le e-consentement aussi, pour pouvoir se faciliter la tâche. On l'a vu par le biais de Bamara notamment. On veut accélérer sur le diagnostic périnatal. On a depuis quelques semaines la possibilité maintenant enfin la possibilité, on dépiste la drépanocytose. Théoriquement, en 2025, il y aura les déficits immunitaires complexes. Et puis, il y a, et puis SMA qui est lancé, d'autant plus qu'il y a une thérapie derrière. Il y a des thérapies derrière, parce qu'il y en a 3. Donc, c'est un drame absolu d'avoir des pathologies qui ne sont pas diagnostiquées alors qu'on a des thérapies derrière. C'est ce qu'on a essayé de pousser et promouvoir. Et c'est Michel Paula qui a été très actif là-dedans, puisqu'on a un certain nombre de pathologies que l'on peut traiter. Donc, il est inadmissible d'avoir une pathologie qui n'est pas diagnostiquée alors qu'on a des thérapies derrière. Il y a un coût pour la société, c'est certain, mais voir où est-ce qu'on met le curseur et les priorités. On va renforcer beaucoup aussi les interactions avec le plan France Médecine Génomique qui arrive au bout. Je ne sais pas s'il va être reconduit. On a eu pas mal de discussions à un moment donné qu'il Il a puisse, été évalué. voilà, il est évalué, peut-être qu'il puisse rejoindre le plan maladie rare numéro 4, ce qui ferait sens hein, en partie. Et donc, voilà, non, je ne sais pas, on avait à un moment donné cette discussion. Mais en tout cas, il y aurait une certaine forme de logique renforcer les analyses fonctionnelles donc sur les variantes de signification indéterminée et toutes les données de génomique qui sortiraient des différents tests seraient ensuite mises dans le collecteur et analyseur de données, le CAD, qui est piloté par Philippe Jean Bousquet et qui permettrait d'avoir enfin la puissance pour pouvoir faire des grandes études en population, d'avoir des bases de données de génomique qui nous permettraient d'avancer plus vite, un peu comme le font les Anglais. Et puis Anne-Sophie l'a dit, c'est la revalorisation des actes, hein, bien entendu, qui est indispensable. J'ai entendu que la DGOS voulait participer au financement, mais je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit acté après dans la codification surtout. Pour l'accès au traitement, donc on a discuté hein, le griotte avec l'idée d'avoir un panorama complet des traitements en cours et puis ce set de données minimum. Hein, la NSM demande d'avoir accès à l'évaluation faite par les professionnels de l'efficacité d'un traitement, mais pas que les professionnels, les malades aussi, avec du coup les fameux patient reported outcomes et de voir comment les patients peuvent être complètement acteurs de ces traitements et de cette évaluation des traitements. On a beaucoup réfléchi à comment favoriser l'accès aux thérapeutiques, repositionnement de traitement avec des moyens pour dérisquer pour les industriels de la pharmacie, la possibilité de mettre à disposition des traitements sans que ça gêne l'évaluation de leurs médicaments dans une autre indication, par exemple de cancérologie versus des maladies rares. C'est un peu compliqué, mais il y a des choses tout à fait faisables. L'accès aux thérapies géniques, hein, malheureusement, dans l'immense majorité des maladies rares, on parle de pathologies ultra rares pour lesquelles il n'y a pas de modèle économique de développement. Donc, pour traiter ces patients, eh bien, c'est ce que disait Olivier, il faut faire des choix de société. Et on se demandait si justement on avait un institut des maladies rares, si on avait un financement de 30-40 millions d'euros par an, on avait discuté beaucoup avec le Téléthon. Et à ce moment-là, on pourrait prendre
euh, deux, trois maladies par an, essayer de les amener, d'avoir une production de vecteurs viraux, commencer à traiter quelques malades, avoir un essai de vie réelle sur quelques patients, et à un moment donné, peut-être intéresser un industriel de la pharmacie qui serait partant pour pousser ça. Mais voilà, il y a des freins à pas mal de niveaux, et c'est une des choses qu'il va falloir véritablement essayer de pousser au cours des prochaines années. Et puis, bon, mais vous l'avez entendu, hein, la collecte des informations, bien sûr, il y a tout le temps technicien attaché de recherche clinique. Euh, Ça coûte beaucoup d'argent. C'est difficile d'arriver à garder les gens intéressés par le même poste pendant longtemps. Souvent, après, ils partent dans l'industrie et vous le savez très bien. Donc, l'idée, ça va être de s'appuyer sur l'intelligence artificielle, hein, les choses comme celles développées par Nicolas Garcelon, hein, des outils extraordinaires qui devraient nous permettre d'extraire automatiquement de tous ces comptes rendus un certain nombre d'informations pour remplir automatiquement Bamara, réduire le risque d'erreur humaine. Alors après, il y a un besoin d'uniformité des diagnostics, d'uniformité des descriptions cliniques et autres pour pouvoir remplir tout cela comme il faut. Faciliter l'interopérabilité, bien entendu. Et puis les biocollections, encore une fois, on s'est rendu compte, je ne sais plus, Vincent, combien tu avais répertorié de biocollections, mais il y en avait par exemple une centaine, je pense, en France. Encore une fois, pas toutes faites dans les mêmes, voilà, avec les mêmes standards de qualité. Personne ne sait exactement ce qui existe. Alors, il y a le portail maintenant France Biocollection, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a été créé. Et l'idée, ce serait que tout puisse être là-dedans, qu'il y ait un financement pour aider tous ceux parmi vous, par exemple, qui ont des biocollections qui ne sont pas forcément en normes, mais qu'elles ne soient pas jetées, mais au contraire, qu'on puisse les qualifier, les requalifier, et qu'elles puissent rentrer dans ce portail et qu'ensuite elles puissent être accessibles si vous avez besoin de travailler sur la polykystose ou la sclérose tubereuse de Bourneville ou quoi que ce soit et que vous avez une idée, ben, savoir qu'il y a une biocollection quelque part différente de la vôtre, ça peut être très utile. Voilà. Donc, c'est un schéma un peu compliqué, mais qui reprend en fait en gros ce que montrait Olivier tout à l'heure, centré sur le malade. Tout va tourner autour du malade avec à chaque fois du diagnostic et de la recherche, ce qui nous paraît extrêmement important. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je serai à même d'y répondre, surtout, mais Anne-Sophie sera là certainement. Je vais juste faire une petite parenthèse pour les biocollections. Ce qui est bien, c'est que la mission maladie rare, maintenant à la DGOS, on est dans un pôle qui s'appelle recherche et innovation. Et donc, mes deux bureaux voisins, le premier, c'est celui qui s'occupe des PHRC, PREPS, PRME, etc., plus le PFMG, plus d'autres choses. Le deuxième, c'est les thérapies innovantes, les RIHN et compagnie. Et pour la partie de ex-bureau PF4, maintenant RIA, ils ont également les biobanques. Et la personne qui s'en occupe a travaillé longtemps dans les maladies rares. Et donc, dans ce qui va être demandé, on va avoir les codes orphelins. C'est-à-dire qu'on pourra retrouver dans les biobanques les pathologies aussi par les codes orphelins pour pouvoir savoir où sont les échantillons et à quelle maladie rare ça. Il y a la granularité qui correspondra au code orphelin. Donc ça fait partie déjà des choses qu'on a pu cranter pour les biobanques qui sont nouvelles, mais on veut avoir les codes orphelins dans ces biobanques. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais demander si dans l'établissement d'un plan maladie rare de ce type, vous aviez prévu deux choses. Un, une interaction avec les autorités de régulation, puisque évidemment le niveau d'évidence requis pour l'approbation des médicaments va changer, puisqu'on va avoir des essais cliniques d'un tout nouveau style qui ne seront pas randomisés, par exemple. C'est pour débat. Et deuxièmement, tous ces aspects éthiques, légaux, socio-économiques sans lesquels on ne va pas avoir ce chiffre de mentalité concernant les maladies génétiques, le coût de certains traitements. Est-ce que c'est intégré dans cette réflexion qui est mandatée après? Alors, pour la partie technique, tu as entièrement raison. Effectivement, on a voulu qu'à chaque étape et chaque groupe de travail, justement, les instances réglementaires, au moins françaises, puissent y participer. Donc, la NSM, l'HAS, la CNAM. Parce que, bien entendu, dans les maladies rares, il est très compliqué de faire un essai randomisé contrôlé. Donc, on a fait des propositions, enfin, on n'est pas les seuls, je veux dire, maintenant ça devient très standard, mais de nouvelles façons de faire des techniques dans les maladies rares. Euh, le point sur lequel on a bien insisté et sur lequel insistait vraiment l'HAS, c'est l'histoire naturelle des maladies. Hein. Pierre Cochat nous l'a rappelé plein de fois. Il veut connaître l'histoire naturelle d'une maladie complètement, qu'elle soit parfaitement définie. Comme ça, si on veut pouvoir prouver une efficacité, on aura un groupe
contrôle historique ou une histoire naturelle. Il a également particulièrement insisté sur un point, c'est la qualité des données récoltées. Il disait qu'en fait, il y avait plein d'évaluations, de tentatives d'évaluation de médicaments repositionnés ou autres. Il disait que la qualité des données était très mauvaise et qu'il était impossible de se faire une idée. Alors, ils ont des standards très élevés, mais donc effectivement, c'est ce que l'on essaye de faire avec les jumeaux numériques. Peut-être que l'IA pourra aider aussi. Donc, il y a beaucoup de nouvelles façons de revoir ces essais cliniques, ça c'est certain. Pour la partie éthique, enfin, on est entièrement d'accord avec toi parce que c'est l'essentiel de ces pathologies nécessite en fait des investissements lourds, nécessite parfois des thérapies géniques qui ne sont pas supportables pour les industriels de la pharma parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc, il va falloir faire appel à la solidarité nationale. Après, qu'est-ce que voilà, on est tous prêts à prendre en charge pour pouvoir proposer des traitements. Donc, on avait proposé que peut-être il y ait une partie des idées du Téléthon, mais qui est pas mauvaise, mais qu'une partie du financement de la sécurité sociale puisse permettre de développer des traitements. Après, c'est pas son objectif initial. On sait que c'est difficile de développer une thérapie génique. Hein. Il faut arriver avoir des standards de très haute qualité, du personnel de très haute qualité formé et qui reste. Donc, on se demandait si on pouvait utiliser des CRO qui auraient, par exemple, une plateforme standardisée pour des vecteurs viraux et qui serait toujours la même CRO qui nous ferait après coûtant certaines thérapies géniques qu'on pourrait ensuite distribuer. Mais c'est un autre mode de réflexion et je ne suis pas sûr qu'on soit encore prêt à rentrer là-dedans. Alors, moi, je voudrais compléter parce que je pense que dans la question qu'on avait, c'était pas que l'enjeu éthique. J'ai entendu l'enjeu médico-économique. Et je pense que là-dessus, on doit vraiment renforcer les études médico-économiques. Et je donne juste un petit exemple pour la SMA. Et donc, il y a eu un avis positif de la HAS au mois de juillet hein, pour faire du dépistage néonatal de la SMA. Il y a eu deux très belles études anglaises et néerlandaises qui, en termes de coûts, si on ne fait pas la thérapie génique et si on ne traite pas, on ne diagnostique pas avant les symptômes, eh bien, le coût de pouvoir accompagner des enfants SMA en ventilation, en handicap très lourd, etc., pendant des années, a un coût pour la société beaucoup plus que les 2 millions du traitement. Et donc ça, vraiment, on a besoin d'avoir ces études pour montrer que c'est pas parce qu'on donne un traitement qui est peut-être cher, mais finalement, ça coûte peut-être beaucoup plus cher de ne pas s'en occuper et de ne pas traiter. Et le fait de ne pas dépister a un impact important. Pour le coup, ça va coûter beaucoup plus cher de ne pas faire ce dépistage néonatal de la SMA, en plus des 40 enfants qui meurent chaque année parce qu'ils ne sont pas dépistés. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est en complément, je pense que le côté médical est très important. Et avec la BNDMR, on a un chaînage qui va être de plus en plus performant avec ce qu'on appelle, nous, notre système national de données de santé, le SNDS. Et notamment, on va pouvoir retranscrire le parcours de la personne, même avant qu'elle soit déclarée malade, de pouvoir avoir un peu des traitements qui apparaissent puisqu'on va pouvoir voir les médicaments qui ont été pris, etc. Et aussi peut-être avoir des médicaments un peu alertes en disant, pour réduire ce temps d'errance, peut-être que quand on a la conjonction de tel ou tel traitement pendant X années, c'est qu'en fait, c'est une maladie rare, mais qui a pris du temps pour être diagnostiquée. Donc ça aussi, c'est des enjeux qui sont importants pour ne pas perdre de temps et réduire aussi ce délai de l'errance diagnostique. Par rapport au traitement, on a la chance en France d'avoir quelque chose qui marche, je trouve, très bien, c'est les PHRC. Mhm. Je voulais savoir, Anne-Sophie, est-ce qu'on a un retour un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va vers une unité de recherche clinique, designer un PHRC dans le cadre d'une maladie rare, c'est toujours assez compliqué. On nous sort des effectifs très très conséquents de patients, on nous dit mais ça va être difficile quand même de faire mon étude sur telle ou telle pathologie, où d'un seul coup ils nous sortent des stats, ils nous disent bah, voilà, pour pouvoir démontrer ton hypothèse. On a une idée à peu près du taux d'acceptation des PHRC. Alors il y a dans le domaine des maladies rares, parce qu'effectivement il y a un on a une onglet. idée. Et est-ce qu'il faut laisser les choses dans l'état ou est-ce qu'il pourrait quasiment faire un système de PHRC dédié aux maladies rares? Moi, j'encourage tout le monde dans la salle à déposer effectivement des PHRC parce que même si c'est très long, même si la charge administrative peut paraître colossale, c'est quand même un moyen de pouvoir répondre à nos questions, de faire à côté du biobanking, des études ancillaires. Donc c'est vrai, il y a Alors, cette discussion a été portée et animée beaucoup par Marina Cavazzana, notamment. Là où ça bloque aussi, c'est alors, les petites populations, mais aussi le prix de la biothérapie pour pouvoir faire le PHRC. Donc, il y a en ce moment le PHRC 2.0, il y a un groupe de travail où il y a Marina Cavazzana et toi, je crois. Ouais. Donc, l'idée, c'est de voir comment ça va pouvoir atterrir.
ce qu'on a fait, on a demandé les chiffres, c'est que, en fait, une de mes collègues qui travaille sur ces sujets-là, et notamment l'évaluation des PHRC, m'avait depuis des années dit qu'on n'avait aucun intérêt à demander un PHRC maladie rare. Parce qu'en fait, les PHRC demandés par des acteurs maladies rares sont de excellente qualité et donc permettent d'accéder à l'ensemble de l'enveloppe. Et depuis, on a fait des statistiques, depuis 2018, on est passé en 2018 à 8 ou 9 millions d'euros pour les maladies rares dans le PHRC dans l'année. Et l'année dernière, c'était un peu plus de 20 millions d'euros. Et donc, on représente au moins 25%, si ce n'est 30%, de l'enveloppe de tout le PHRC. On n'aura jamais une enveloppe dédiée maladies rares de 30% du PHRC. Donc, je pense qu'il vaut mieux se battre avec les petits copains là-dessus. En revanche, je pense qu'on n'a pas réglé le souci des thérapies, des biothérapies innovantes. Et est-ce qu'il y a, et en voyant le partenariat public-privé, je sais que ça a été des discussions avec Franck Mouton et maintenant qu'il est dans l'agence de programme, j'en ai reparlé l'autre jour et il est toujours partant pour réfléchir à ça. Je pense qu'on peut faire un groupe de travail. On n'aura pas encore l'atterrissage au début du plan, mais sur tout ce qui est thérapie innovante, avec l'idée d'avoir un espèce de partenariat win-win avec une méthodologie qui serait payée par le PHRC, par la puissance publique pour la partie méthado, et puis la partie publique-privée sur l'industriel pour la biothérapie et pour pouvoir la donner pour 4-5 enfants, et avec l'idée d'avoir un accès compassionnel qui garantisse à l'industriel en fait un financement pérenne, déjà un socle fixe, et qui permet de dérisquer son investissement là-dedans. Et ça, c'est une perspective qui serait vraiment intéressante à mettre dans le PNMR4. Et on peut écrire le fait qu'on va travailler au sujet. Rien ne nous empêche de ne pas aussi valider dans le PNMR4 une vision qu'on veut porter. On n'est pas obligé de mettre que des choses qui ont été validées au début du plan. Juste rajouter, Vincent, deux choses. La première, c'est les PHRC marchent bien, mais c'est trop lent. En fait, c'est Le temps à démarrer après. Et puis, non, mais le temps de la lettre d'intention, l'évaluation, enfin, je veux dire, il se passe 1 an et demi avant que tu commences à avoir tes fonds. Il y a à peu près 10 ans entre le moment où le PHRC a été accepté et la publication. Exactement. Donc, c'est quand même trop long, en fait. Enfin, nous, c'est ce qui est ressorti dans toutes les discussions, d'accélérer le process. Et la deuxième chose, c'est pour les maladies rares, certes, donc, parce qu'on a demandé, en fait, pour rien vous cacher, un PHRC maladies rares. Voilà. On avait dit il faudrait qu'il y ait un PHRC maladies rares, comme ça, bon, voilà, les discussions, c'est mais finalement, les maladies rares sont très représentées au sein des PHRC. Je ne savais pas qu'il y avait 20 millions. Et là, Marina était rentrée dans une colère folle. Elle avait raison parce qu'elle a fait déposer 3 demandes de thérapie génique, d'essais cliniques de thérapie génique. Les 3 demandes ont été refusées. Et on a regardé ces dossiers. En fait, elle a fait ressortir ces dossiers en fait, devant le cabinet, le responsable du bureau. Et elle était A+, A+. On ne peut pas faire mieux. Et en fait, on lui disait à financer, à financer, à financer. Mais en fait, c'était 8 millions laissés et pour 4, 5 malades. Et donc, en fait, on a dit oui, il n'y a pas de problème il n'y a pas de limite d'argent, mais finalement, si on ne peut pas. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut trouver un autre moyen de financer les essais de thérapie génique. Je voudrais revenir sur ce que Guillaume a souligné sur l'importance des bases de données. On est convaincu depuis longtemps, on travaille avec l'industrie ou les biotech le savent, qu'il faut des bases de données avec beaucoup de granularité. La BNMDR n'a pas ça. Le minimum dataset est très très loin de nous fournir l'histoire naturelle d'une maladie. Donc, on est en train de développer dans le 4e plan. C'est qu'on revient au Semara il y a 15 ans. Les pétales. Semara. On a fait les cohortes radicaux à la base de données. Pour les maladies rénales, il y a Cystinose, Alport, avec les difficultés de fonctionnement que vous connaissez, et qui va basculer dans France Cohort. Ma première question, c'est quid de France Cohort par rapport au positionnement des bases de données maladies rares. Et deuxièmement, c'est comment améliorer le financement de ces bases de données. Parce que quand vous déposez un projet base de données avec Biobank, que ce soit un PHRC, que ce soit une société d'agents, que ce soit une association, c'est pas sexy, c'est plus financier. Or, c'est le nerf de la guerre. Mais tu as entièrement raison, parce que l'histoire naturelle ne peut pas être décrite sur Bamara, sur les items qui sont collectés actuellement, c'est trop superficiel. Donc, il y avait cette discussion de savoir s'il fallait réactiver le fameux radicaux, on en avait déjà discuté.
Maintenant, c'est intégré dans France Corp et je pense qu'il y a besoin en fait de bases de données un peu plus élargies et plus riches pour pouvoir arriver à convaincre encore une fois l'HAS et éventuellement des industriels de la pharma. Ce que dit Arnaud Sandrin avec Bamara, c'est qu'il arrive à avoir de plus en plus de partenariats avec les industriels de la pharmacie qui demandent à avoir accès aux données, même avec un set de données minimum traitement. Donc, voilà, je ne me rends pas compte de combien ça représente, mais il disait qu'il arrivait maintenant de Oui, plus en plus, depuis un an, à trouver, alors, ils financer, n'arrivent pas aux faire données, vivre. ils posent des questions. Ils ont Ouais. voilà, les données Et agrégées, donc, des ça va réponses. aller. Je pense qu'en fait, on a tout intérêt à avoir le plus de patients possible dans Bamara. Je sais plus, on avait fait l'état des lieux, 1,5 million, je Un crois, de million, patients. oui, tout à fait. 1,5 million sur 3,5 millions, donc on est pas mal, en fait, hein, déjà. Là, ce qui manque, c'est la granularité. Exactement. Mais il faut y aller, je pense, étape par étape, parce que tu vois, si on commence à tout faire en même temps, on a vu Radico, du coup, ça n'a pas Et la marché. qualité. En Et qualité. la qualité. Et la troisième chose, c'est encore une fois, les biobanques. Si on arrive à avoir un portail commun où toutes ces biobanques existent, sont répertoriées, la qualité, elles sont aux normes ISO, je sais pas quoi, enfin, et là, à ce moment-là, ça permet de dire aux industriels ou quand tu déposes un PHRC, ben voilà, en plus, on peut mettre à disposition des échantillons, mais ça, il faut le financer. Là, D'où des partenariats. 6% de déficit supplémentaire, je pense. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je pense que mes collègues qui sont intéressés s'intéressent au quotidien à l'analytique et aux analyses fonctionnelles ont dû entendre avec plaisir le fait que Anne-Sophie nous a dit qu'il était envisagé que dans le cadre du PNL 4, il puisse y avoir des appels à projets sur les analyses fonctionnelles, sur le code génomique. Est-ce que c'est pas l'urgence en termes de diagnostic? Est-ce que c'est pas l'urgence dans la mesure où il y a absolument fondamental de pouvoir qualifier un flux et de façon à pouvoir enrichir des bases de données et faire en sorte que demain, ben, le travail est fait et on puisse passer à, etc. Donc est-ce qu'il y a, et tu l'as dit Anne-Sophie, il y a une perspective aussi de changement réglementaire à terme. C'est pas uniquement le PNR4 qui peut financer ça. Est-ce qu'on a il y a aussi un travail qui a été fait, il y a des filières avaient été investies dans le travail sur la modification des RIHN, le faire passer à nomenclature. Tout ça, ça a l'air un peu bloqué à notre connaissance. Voilà, ma question est un peu large, mais Faut qu'on travaille bien l'amont. comment fait-on pour, parce que encore une fois, c'est en termes de diagnostic, une fois que l'organisation, j'ai expliqué du travail fait par Laurent en particulier, sur le travail public-privé, les diagnostics, mais il reste quand même un certain nombre de situations compliquées à interpréter. Et là, c'est un peu le problème. Ah, donc complètement. L'idée justement, c'est que ces données puissent être dans le collecteur analyseur de données, le CAD, et qu'elles soient ensuite accessibles, on voulait, aux unités INSERM, aux unités CNRS ou autres, ou aux laboratoires qui ont envie de s'investir et d'aller creuser la fonctionnalité d'un nouveau variant identifié. Donc ça, l'idée, c'est que ce soit le plus rapide et le plus efficace possible et que ce soit valorisé. Ça, c'est pas dans nos mains. Enfin, pas dans les miennes en tout cas. Ça, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, mais je trouve que c'est très, très axé sur les labos de recherche. Aujourd'hui, les tests fonctionnels, on en parlera un petit peu sur le dépistage cet après-midi, il y en a quand même énormément maintenant qui sont implémentés dans les laboratoires de diagnostic. Oui, bien sûr. C'est ce que l'on cherche aussi. Diagnostic. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de maintenir ces laboratoires de diagnostic et pas forcément de recherche, unité INSERM, etc., dans les tests fonctionnels, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout eux, en fait, qui développent les tests fonctionnels beaucoup plus, en fait, que les unités INSERM. Non, mais tu as raison, c'est les deux, en fait, que l'on va continuer de supporter. Et puis l'idée du CAD aussi, c'est de pouvoir mettre en avant des variants qui peuvent parfois ne pas intéresser un laboratoire de diagnostic, tu vois, et justement d'avoir, par exemple, une unité INSERM qui connaîtra ce gène plus particulièrement et d'aller creuser un peu plus l'impact fonctionnel. Mais tu as tout à fait raison. Mettre un petit lien, c'est si on faisait un appel à projet, donc on discute les modalités, on doit forcément avoir un lien avec un centre compétence ou référence maladie rare. C'est un tandem qui serait le clinicien et le laboratoire dans l'idée d'avoir vraiment la description phénotypique, HPO et compagnie, pour compléter ce que le laboratoire de diagnostic voit. Mais c'est de pouvoir vraiment travailler sur ce tandem-là. Parce que moi, mon levier de financement, je peux financer que l'hôpital. Je ne finance pas les labos, je finance vraiment nos centres de référence ou nos filières de santé maladie rare. Donc, de voir comment on peut construire avec les filières quelque chose sur ces tests fonctionnels à ce moment-là. Parce que tout le temps, on nous le demande. Et moi, je copilote le plan d'un point de vue ministère avec Véronique Pakis. Véronique Pakis, elle est à Nice, hein, elle est généticienne, hein, laboratoire de diagnostic. Et alors ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle pousse beaucoup
dans ce sens-là. Mais depuis le temps qu'elle m'en parle, et il y avait aussi Elisabeth Tourné-Lasserre aussi. Et donc, le premier plan maladie rare incluait les labos. Depuis, plus du tout, pas dans le deuxième, pas dans le troisième. Donc, l'idée, c'est dans le quatrième. Comment on remet quand même, Damien Sans-la-Ville aussi m'avait poussé ce sujet-là. Voilà, comment on peut faire quelque chose là-dessus. Je peux faire un commentaire sur la partie début de l'ordinateur. Alors, il y a une quarantaine de personnes qui étaient dans les plus grands groupes, je pense, quasiment. Et pour répondre à deux problématiques, donc les tests fonctionnels, il y a deux aspects. Il y a un aspect qualitatif et quantitatif. Un certain nombre de tests fonctionnels, donc l'apparition d'un nombre de slides, etc. Le groupe a un peu dû se trouver rapidement passer dans une nomenclature et être valorisable financièrement. Et deuxièmement, il y avait l'idée de créer de nouveaux codes RIHN, que les codes RIHN sont très rentables pour les structures hospitalières. Parce que je vois quelque chose de la nomenclature des actes de médical, c'est très bien, mais c'est pas l'hôpital qui peut vraiment le valoriser. Donc, c'est de renforcer ces choses-là du point de vue monétaire. Et donc, comment créer des nouveaux codes? On a découvert, par exemple, qu'il y a quelque chose qui est très bloquant, c'est la réinterprétation. Donc, on est sollicité encore. Les biologistes sont sollicités pour réinterpréter une variation. Souvent, c'est pas tout le temps, c'est pas tout valorisé, etc. Donc, il y a, par exemple, pour faire une CHRL, il y a un code de réinterprétation de CHRL qui a une mission apparaître dans les RHL. Et donc, le même modèle, c'est qu'aujourd'hui, dans les RHL version 2, c'est que ce sont les CLP qui peuvent demander à créer de nouveaux codes. Ça, c'est sur les HN. Donc, il y a une PGM mobilisée pour créer des codes HN. Les autres CLP, de nephro, de génétique, peuvent se mobiliser pour dire que c'est important de créer un code de réinterprétation et de réanalyse, c'est deux choses différentes, ou de créer un code de valorisation pour les analyses fonctionnelles. Donc, s'il n'y a pas de moyens administratifs de créer un code dans l'enveloppe VHN ou un autre moyen de financer ce acte, on ne va jamais y arriver. Donc, s'il n'y a pas de moyens financiers, il faut valoriser les personnes qui les interprètent. Et puis, il faut que les personnes qui puissent interpréter savent quoi réinterpréter, d'où l'exposition et le partage de toutes les variations génétiques dans le cadre du soin. Je suis bien dans ce cadre du soin, sera partagé. Et les bus sont accumulés dans le cadre et distribués aux laboratoires experts. Et on avait aussi proposé de faire des projets plus ambitieux dans le cadre du plan pour rejoindre la Global Alliance, par exemple, pour les tests fonctionnels à très haut débit et mail. Certains jeunes s'y prêtent bien. Et donc, la France, pour faire France, puisse se positionner dans ce domaine-là. Donc, en tout cas, toutes les parties prenantes, biologiques, privées, ont réfléchi à pouvoir valoriser les tests biologiques fonctionnels. Et j'insiste, je pense qu'actuellement, la balle est dans le camp professionnel pour pouvoir créer de nouveaux codes. Je ne pense pas que tous les critères du RHN, c'est CNP, hein. Ah oui, il faut vraiment. Parce que c'est les codes N350, etc., vont à terme peuvent sortir de l'IRHN. On parle des panels de cardiologie qui vont aller à l'AMF, mais qui posent des problèmes pour les structures académiques. Et il faut valoriser les structures académiques. Parce que c'est là que justement se fait l'innovation et qu'une bonne partie des laboratoires diagnostiques sont académiques et le permettent de valider les tests fonctionnels, qui est une tâche toujours quelques voilà. Je peux dire que c'est pas si c'est éclairant, mais merci. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans ce groupe. Dernière question. J'avais sur une autre thématique, j'aimerais connaître votre positionnement sur les POPP. On a actuellement des maladies rares avec une cinquantaine de patients en France. On est en train de développer ces programmes de IETP et on est confronté au problème de déclaration pour les ARS locales et donc avoir une déclaration en fait nationale qui serait portée par les filières et d'organisation de ces IETP. Est-ce que Oui, donc malheureusement, je ne peux pas donner que des bonnes nouvelles. Donc, ça ne sera pas écrit comme ça, en tous les cas, dans le plan. On ne peut pas promouvoir un déploiement national parce que c'est vraiment à la main des ARS. Ce qui est sûr, c'est que ce que je travaille, c'est pas moi qui ai la main sur le TP au ministère, mais j'ai fait évidemment remonter ce sujet-là. Ce qui serait possible, c'est quand on dépose, maintenant c'est beaucoup moins lourd pour faire de l'ETP au niveau des déclarations, mais quand on dépose dans le portail de l'ARS sur démarche simplifiée son programme d'éducation thérapeutique du patient, en fait, on pourrait avoir un champ
et donc c'est ce que je dois travailler avec ma collègue, un champ pour pouvoir après cocher toutes les régions où on souhaite que ce programme soit déposé. Et comme ça, automatiquement, sur chaque ARS, ce sera déployé et déposé. Ça permet de résoudre le problème du national et d'avoir un même programme ETP qui puisse servir dans différentes régions. Donc ça, c'est la piste que l'on creuse et qui me paraît la plus facile à mettre en place. Pour la IETP, en tous les cas, les choses apparemment bougent, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a promu dans le troisième plan maladie rare, et maintenant j'entends beaucoup moins de problèmes il y a une acceptation quand même du côté des ARS de plus en plus sur les programmes de IETP. Après, pour avoir pas mal travaillé sur le sujet et parlé avec des professionnels, je pense que du IETP à 100%, on perd un peu du bénéfice de l'ETP. C'est-à-dire que ce qui est important aussi dans l'ETP, c'est l'humain, la rencontre, l'échange entre les pairs. Et de faire ça virtuellement à 100%, c'est peut-être un peu dommage. Mais malheureusement, voilà. Mais un mix, peut-être IETP et présentiel, serait peut-être l'idéal. Merci beaucoup, Alexis, pour Merci, Sophie.